Cerno. Épisode 105. 3, 2, 1. Je suis dans le 1er arrondissement, pas très loin du Louvre, et j'ai rendez-vous avec Patricia. Patricia, c'est une amie de Françoise, la cardiologue qui était amie avec Eric B. Et donc Patricia, c'est le médecin qui a constaté le décès de Thierry Paulin en 1989. Donc Françoise m'a donné le numéro de Patricia. Je lui ai écrit sur WhatsApp et elle m'a donné un rendez-vous ce matin. Alors je crois qu'elle habite La Réunion et qu'elle est là juste pour quelques jours. Je suis devant l'immeuble. Il y a une vieille dame qui s'arrête en Mercedes. Donc c'est un immeuble années 40, 50. Je sais pas trop ce qu'elle a à me dire parce qu'elle a pas dû le connaître. Elle a juste vu son cadavre à mon avis. C'est déjà ça. Je parle de Paulin, hein. Bien sûr. Alors je compose le code. Il y a un interphone. Oui, bonjour Patricia, c'est Julien. Oui, bonjour, je vous ouvre. Oui. 4e étage. Ok, d'accord, merci, À j'arrive. tout de suite. Madame. Oui, non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu à une époque toute une série de meurtres. Crime presque de masse. Et tout le tralala quoi. Ioana Secarescu Ouais. a fost assassinata. Pour moi, c'est quelqu'un de très fondateur, en fait. J'en sais pas plus. Pourquoi on tue? Je fais ce que je veux, mais j'aime pas qu'on m'emmerde. Bravo. Est-ce que tu veux un thé? Non. Que c'est triste. Mais c'est quoi ça? C'est une drôle d'histoire, tu sais. C'est quoi votre chaîne? Cerno. C'est beau mais c'est désespéré. Bonjour. Merci de me recevoir. Pardon? Je dis on est chez ma fille parce qu'en fait, moi j'habite à La Réunion, je sais pas si Françoise vous a dit. Oui, elle m'a dit. Voilà, c'est ça. Ouais, Voilà. Donc c'est chez votre fille ici. Exactement, D'accord. exactement. Ok. Est-ce que vous voulez un café? Ah oui, volontiers. Ouais. J'adore le café. Je peux vous enregistrer faisant le café? Vous êtes une amie de Françoise. Alors voilà, nous on a fait nos études de médecine ensemble et donc pour recontextualiser ce qui amène notre rencontre, moi j'ai été interne, on a fini nos études de médecine en 88-89 et j'ai fait mon premier stage d'interne à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris en cancérologie et c'est là où le projet d'expérience de Thierry Paulin. Merci. Donc, vous étiez en train de me dire, quand la machine à café a fait son petit bruit, que c'est le moment où vous avez croisé le chemin de Thierry Paulin. Donc, vous étiez... Voilà, vous aviez fait des études de médecine. Vous étiez quoi, médecin généraliste? Alors, non. En l'occurrence, moi, j'avais choisi de faire de l'hématologie, ce sont les maladies du sang, et j'exerce actuellement donc à l'île de La Réunion en tant qu'hématologue. D'accord. Donc ça fait plus de 20 ans que j'habite là-bas. Donc, dans les années 80, vous étiez parisienne? Exactement, je suis née à Paris, j'ai fait mes études à Paris. On venait de finir nos études de médecine et on avait passé le concours de l'internat. Donc c'est nos premiers pas en tant que médecin prescripteur, ce qui est assez... angoissant, hein. En tout cas moi je l'avais vécu comme quelque chose une responsabilité assez terrible à assumer. Donc j'ai un souvenir de ce stage assez dur parce qu'on est un peu livré à nous-mêmes, on prescrit pour la première fois des médicaments, on a la responsabilité entière de la prise en charge des patients. Mais ces premiers pas sont très... En tout cas, moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'assez anxiogène. Je partais généralement entre 23h et minuit. J'avais besoin d'être tout le temps présente près d'eux. J'arrivais à 7h du matin pour voir si ils avaient passé une bonne nuit ou si j'avais, en rajoutant un médicament ou en modifiant certaines choses, si j'avais pas entraîné des catastrophes. Et puis bon, voilà, encore une fois, on apprend assez vite à gérer cette très lourde responsabilité parce qu'on est jeune hein, quand on avait 24 ou 25 ans, donc c'est l'âge de mon fils actuellement, donc je vois effectivement, je mesure du coup le fait que effectivement
on nous jette un petit peu comme ça dans le bain, le grand bain, et on apprend à nager un petit peu tout seul quand même, avec bien sûr toutes nos connaissances et puis les expériences relationnelles qu'on a avec nos co-internes, avec les infirmières, donner des ordres à des femmes qui pourraient être votre mère, c'est compliqué, voilà. Il y avait tout ça qui était en apprentissage en fait. Vous étiez quel genre de jeune fille ? Moi, j'étais très enthousiaste, j'adorais ce que je faisais. J'étais passionnée par mon métier que j'apprenais, mais il y avait quelque chose de l'ordre de l'empathie, d'être dans le soin, d'être dans l'approche humaine. Voilà, j'avais rencontré aussi d'autres médecins dans le soin qui m'avaient bien impressionnée. Le beau-père de ma meilleure amie quand j'étais à l'école primaire, qui exerçait à Toulouse, et je voyais la relation très forte qu'il avait avec ses patients. Donc c'est vraiment ça qui m'a animée. Régler des choses aussi très pratiques, je trouve que c'est très gratifiant. On mesure aussi quelque chose de l'ordre du pouvoir. Quand un patient vous dit au bout de quelques heures, quand vous repassez voir si la prescription a été ajustée à son état, vous dit « Ah mais merci 1000 fois, voilà, oui c'est vrai, je ne souffre plus ou je n'ai plus de fièvre ». Donc voilà, il y avait encore une fois tout cet apprentissage. Et quel genre de jeune fille ? Mais je pense que j'étais scolaire, puisqu'on a des études qui nous obligent à l'être en quelque sorte. C'est beaucoup d'apprentissage par cœur, de choses comme ça, de savoir livresque très accumulé. J'étais encore une fois passionnée par mes stages. J'étais à fond. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire ? J'aimais, comme toutes les jeunes filles rangées, pour paraphraser le bouquin de Simone de Beauvoir. Je pense que c'était une période de grand apprentissage de la vie. Voilà, on est un peu brassés, on arrive avec nos lectures. J'aimais bien aller au cinéma, je faisais de la danse, j'ai fait du piano. Voilà, c'était dans ce contexte-là mon premier stage que j'ai pu rencontrer, en tout cas Thierry Paulin. Donc fin des années 80, vous sortez de ce long tunnel d'études, vous avez cette responsabilité, j'imagine cette excitation, et vous vous retrouvez à l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, c'est un hôpital un peu historique qui est tout près de Notre-Dame. C'est un très vieil hôpital. Voilà, c'est le plus vieil hôpital de Paris. C'était un hospice en fait où on traitait les patients atteints de la peste quand il y a eu la grande épidémie de la peste. Il est en effet sur le parvis de l'église Notre-Dame et il est tout près du palais de justice. Et en fait, cet hôpital a ses unités d'hospitalisation qui portent toutes un nom de saint. Sainte Anne, Sainte Marie, Saint Luc. Sauf, et je l'ai appris donc pendant mon stage, puisque c'était quelque chose qui est peu ébruité en fait, la salle Cusco, qui est l'endroit où sont hospitalisés les prisonniers qui ont besoin de soins continus. Alors je me souviens que la première fois où j'ai dû me rendre là-bas, on passe par un dédale d'escaliers, de sous-pentes, de portes à ouvrir. Bien sûr, alors naïvement, je dis mais on pourrait indiquer quand même pour pas se perdre. On m'a dit tu vois, on va pas l'indiquer aux gens qui pourraient éventuellement s'évader ou donc voilà, c'est quelque chose qui est caché dans les combles, où on passe effectivement, j'ai dû mettre une demi-heure pour atteindre cette salle, dans les vieux bâtiments, donc il faut imaginer des petits escaliers en bois qui grincent, etc. Et on arrive devant une grande porte, un peu comme un coffre-fort. On nous demande, quand on frappe à la porte, c'est un peu comme un conte de fées où on serait Hansel et Gretel, vous voyez, donc on frappe à la porte, on ouvre le petit cache qui permet de voir qui est là, et donc on décline sa fonction et son identité. Donc moi, très timidement, je dis, mais voilà, je m'appelle Patricia Zunik et je suis l'interne qui vient voir les malades, hein, puisque pour nous, c'était cette relation-là qu'on avait avec les personnes qui étaient à la fois enfermées et à la fois hospitalisées. C'était la double condition. En sachant que donc, le service dans lequel j'étais, c'était un service de cancérologie, et on arrive dans ce truc qui est quand même un monde à part.
Parce que effectivement, donc on ouvre la porte, vous voyez, avec une espèce de gouvernail qu'on tourne. Il y avait peut-être un chiffre, voilà, ça prend quelques minutes. On ouvre une première porte très lourde. On rentre dans un sas. On est fouillé, me semble-t-il. Donc j'avais mon stéto, mon petit carnet avec mes notes et en blouse blanche. Et on ouvre une grille et on rentre dans une espèce de cour des miracles. Sous les combles de l'Hôtel-Dieu, un vieux service qui n'a rien à voir avec un service de médecine, qui ressemble plutôt à une prison, puisque il y a plusieurs chambres, il y en a une douzaine, il me semble, avec des grandes grilles devant les chambres, donc aucune intimité pour les personnes hospitalisées. Il faut revenir à l'époque où il n'y avait pas de smartphone, pas d'internet, donc il y a des inspecteurs qui tapent devant les grilles, vous voyez, un peu comme dans les séries B, qui tapent à la machine des dépositions. Donc il y a une espèce de brouhaha comme ça, de petite musique intérieure avec, voilà, on tape à la machine, il y a des cris, parce que voilà, il n'y a pas de porte, donc les gens parlent, les gens interpellent, on entend comme ça des bribes de. Donc vous disiez qu'à 3h59, vous étiez donc chez votre mère, ou etc. Et on arrive comme ça dans ce monde, pas préparé du tout, personne ne vous explique ce à quoi vous allez être confronté. Donc moi je découvre cet univers. C'est vraiment, on a l'impression d'un décor de théâtre ou de cinéma. Je visualise quand vous me racontez ça, donc cette lourde porte sombre, des murs sombres et des voûtes, mais voilà, c'est comme ça. Ah, ouais, des voûtes avec, vous voyez, des petites fenêtres en demi-lune, okay, et qui donnent sur probablement le parvis, mais on est vraiment dans les combles de l'hôpital. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Et il y avait 2 ou 3 infirmières qui, donc, du coup, je m'entendais bien avec elles puisque je venais tous les jours faire la visite. Je venais à leur demande, en fait. Je faisais pas une visite classique où on va voir tous les patients, mais elle me disait pour un tel, il faudrait faire cette prescription, ou celui-là il a ça, donc j'allais le voir ou pas. Et ce qui m'avait frappée, c'est que dans leur salle donc réservée aux infirmières, il y avait un oiseau en cage, comme si la cage était la prison et qu'elle annulait le côté fermé du lieu où on se trouvait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, il y avait cette cage de cet oiseau. Il n'y a jamais ça dans des services des unités d'hospitalisation. C'est comme si la prison, c'était cette petite cage et que du coup, la grande prison dans laquelle on était n'était plus la prison. Et je me souviens, donc après, voilà, il y avait des histoires assez incroyables. Il y avait un jeune japonais punk, c'était l'époque du punk, qui visiblement était un dealer, qui était diabétique. Donc il avait un jeune homme qui parlait pas un mot de français, qui était là. Il y avait une jeune femme qui avait accouché. Donc voilà, j'étais vraiment bouleversée à l'idée que voilà, il y avait un enfant qui était né là. Et il y avait par exemple un jeune homme, je me souviens très bien, qui avait fait un braquage, je crois, mais sans mort, ça je me souviens bien. En tout cas, voilà, il avait fait un braquage, il avait été emprisonné à la prison de Nîmes et il avait tenté de s'évader et il était tombé d'un mur très haut et il était tétraplégique. Il avait moins de 30 ans ou une trentaine d'années. Et donc il s'est retrouvé donc hospitalisé là, à Cusco. Et les infirmières avaient accepté d'écrire à sa place les lettres qu'il adressait à sa mère, en me disant, c'est ce qu'on se disait avec les infirmières, c'est que du coup il était maintenant prisonnier à vie de son corps inerte, puisqu'il n'avait plus l'usage ni de ses jambes, ni de ses bras et de ses mains. Et je crois, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je crois qu'elle m'avait donné des lettres à poster pour sa maman, donc elle savait très bien, qu'il n'y avait rien
transgressif dans ces lettres qui étaient que des lettres de détresse et puis d'amour, on va dire. Et voilà, c'était pour éviter que la maman reçoive les lettres décachetées, passées sur la censure. Et donc, j'ai le souvenir que je crois qu'elle m'avait demandé, que je l'avais fait, d'avoir posté 1 ou 2 lettres. Donc voilà, c'était des histoires quand même qui sont très fortes pour une jeune fille qui rentre dans sa vie professionnelle. Et c'était encore une fois un aspect complètement insolite de notre pratique. C'est-à-dire, voilà, puis en même temps, ça ramène à ce qu'est le soin, c'est-à-dire à n'importe qui a besoin de soins, quelle que soit sa condition. On se doit d'aller, voilà, c'est très proche du serment d'Hippocrate aussi. Donc c'était une expérience forte en tout cas. Et vous n'étiez pas préparé? Ah non, pas du tout. En règle générale, à l'époque en tout cas, on était lancé dans le bain et on apprenait tout au lit du malade. Mais on ne nous préparait absolument pas à l'annonce d'une maladie grave, ce qui maintenant est bien formalisé, heureusement, dans les études de médecine. On n'est pas formé à parler aux familles, aux patients. On apprend en regardant nos aînés. Et donc, effectivement, je n'étais absolument pas préparée à ça, à être confrontée à ce milieu. Et surtout, en fait, personne ne voulait y aller, parce que encore une fois, c'était une charge supplémentaire sur votre charge habituelle. Et donc, en fait, on disait, tiens, ce mois-ci, c'est toi qui fais Cusco. Et pourquoi vous vouliez y aller? Oh là là. Vous vouliez y aller? Eh bien, non, on était obligés, en fait. Ça faisait partie du package. Vous avez pu nouer des relations, des amitiés avec ces détenus patients? Alors non. Moi, mon rôle, c'était d'aller tous les jours, plutôt en fin de matinée. Donc, une fois que j'avais fini mon travail d'interne dans la salle dans laquelle j'étais affectée, j'allais et j'intervenais à la demande des infirmières. Donc, en sachant que c'était compliqué, c'est-à-dire que il fallait demander une autorisation d'ouverture de la salle. Parfois, c'était des personnes qui étaient hautement surveillées. Et donc, voilà, c'était quelque chose qui... c'est pas juste frapper à la porte pour aller rentrer, il y avait une petite procédure quand même. Donc voilà, quand c'était pas nécessaire, je ne le faisais pas. Donc j'avais pas de relation quotidienne avec tous ces patients détenus, encore une fois. Je ne les voyais que de façon occasionnelle. Et vous ne vous en teniez qu'au strict médical? Exactement, ouais, tout à fait. Avec quelle attitude? Parce que je vous trouve... Alors, les gens n'ont pas l'image, mais vous êtes très brune, vous avez des lunettes et un visage très lumineux, un grand sourire. Vous étiez déjà comme ça à l'époque? Vous aviez cette même douceur? Probablement. Oui. Probablement. Qui devait leur faire du bien aussi, quelque part. Oui, pour moi, c'est ma façon d'aborder les patients et je ne faisais pas de différence. J'ai pas été confrontée, par exemple, à... On ne savait pas forcément la raison pour laquelle ils étaient détenus. Je ne souhaitais pas forcément le savoir pour justement que ça n'interfère pas avec les soins. Il me semble pas avoir eu à soigner, par exemple, des personnes qui auraient commis un inceste ou des actes de pédophilie. Donc, ou peut-être où effectivement, les souvenirs que j'ai, c'est des personnes qui n'ont pas, hormis Thierry Paulin, mais on va y revenir, mais il n'y a pas eu de... Par exemple, le jeune homme dont je vous parlais, tétraplégique, je me souviens très bien que ce qui faisait qu'il avait entraîné ce sentiment de compassion des infirmières, qui étaient très proches de lui, c'était justement qu'il avait fait un braquage sans avoir blessé ou tué personne. Donc voilà, vous voyez, ça intervient quand même dans l'approche que l'on a des personnes, par rapport à peut-être à une propre grille qui est plus personnelle ou qu'on pouvait partager effectivement avec les infirmières, puisque effectivement je trouvais que elles avaient raison de le soutenir dans sa démarche et que le pauvre, encore une fois, il était à vouloir s'évader, c'est de retrouver prisonnier à vie dans son corps inerte. Donc ça nous touchait beaucoup, effectivement. Bon, alors venons-en à Thierry Paulin.
Le procès de Thierry Paulin n'aura sans doute jamais lieu. Celui qui avait reconnu une vingtaine d'assassinats de vieilles dames est aujourd'hui à l'hôpital dans un état désespéré. Alors Thierry Paulin, en effet, qui s'est retrouvé hospitalisé pour une infection parasitaire cérébrale. Alors je pense qu'on m'a annoncé son transfert, son hospitalisation, et je pense que je savais qu'effectivement il allait arriver. Et je me devais d'être extrêmement professionnelle en fait, voilà. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait fait la une des journaux, donc qui avait cette aura qui le précédait en quelque sorte. Donc quand on m'a dit Thierry Paulin va arriver, je ne savais absolument pas dans quel état il allait arriver. Et donc effectivement c'est assez impressionnant de pouvoir rencontrer une célébrité, même si sa célébrité était due à quelque chose d'assez monstrueux. Mais en tout cas, voilà, on a l'impression de rencontrer une star, oui, ou en tout cas l'actualité avec un grand A ou l'histoire avec un grand H. Mais en tout cas, voilà, on a l'impression d'être face à un événement qui dépasse le simple entretien singulier que je pouvais avoir avec lui. Parce que c'était pas Catherine Deneuve ou France Gall, quoi. Non. Non, mais il était probablement, à l'époque, je pense qu'il faisait plus la une que France Gall ou Catherine Deneuve. J'allais rencontrer quelqu'un dont on nous parlait à longueur, enfin, je veux dire, tous les journaux télévisés. Voilà, c'était quelqu'un qui faisait partie de notre quotidien à l'époque, en tout cas. Et donc, soudain, on me dit, voilà, c'est Thierry Paulin qui arrive, qui va être hospitalisé. Et donc, moi, je me prépare. Et en même temps, il y a de l'effroi. Je sais pas du tout à quoi il ressemble, quelle va être la nature de nos échanges. Est-ce que c'est quelqu'un qui est manipulateur? Est-ce que c'est un monstre? Je ne savais pas comment il allait arriver. À suivre. Ah! Oui? Merci à l'anti-inspecteur Pierre Mouchel qui m'a aidé à réaliser cet épisode. C'était le patron de la mafia marseillaise. Ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon. Je travaillais pas, j'avais des hommes un peu plus âgés que moi qui me gâtaient beaucoup. Voilà. Et j'habitais chez mes parents. Rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. C'est pas une obligation quand même. Et n'oubliez pas... Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Bisous, à plus tard. Ciao chérie.